Il existe un étrange paradoxe dans la manière dont l'homme moderne perçoit la réalité qui l'entoure, en particulier lorsqu'il s'agit du patrimoine architectural du passé. Si l'on écarte les étiquettes habituelles pour observer les majestueux édifices du 19e siècle avec le regard impartial d'un ingénieur plutôt que celui d'un historien, une image se dessine qui ne correspond absolument pas à la version officielle du développement de la civilisation. Nous avons l'habitude de considérer les nombreux bâtiments à coupole et hautes flèches exclusivement comme des objets religieux, des lieux de prière et de rituels. Cependant, si l'on compare leurs caractéristiques structurelles avec des installations industrielles modernes, la ressemblance devient si évidente qu'il est difficile de la mettre sur le compte d'une simple coïncidence. La forme de ces bâtiments, saturés d'éléments géométriques complexes, de faîtes métalliques et de dômes recouverts de matériaux conducteurs comme le cuivre ou l'or, évoque directement des dispositifs techniques. Ce ne sont pas simplement des choix décoratifs, mais des schémas fonctionnels. En comparant ces anciens temples avec des postes de transformation modernes, des générateurs ou des installations de transmission de données sans fil, on remarque une identité dans les principes de construction. Les flèches, couronnées de structures métalliques complexes, rappellent de manière frappante des antennes et des résonateurs destinés à recevoir et transmettre des signaux ondes. Quelle que soit la confession attribuée au bâtiment, qu'il s'agisse d'une cathédrale chrétienne, d'une mosquée musulmane ou d'un autre édifice cultuel, la partie supérieure est toujours réalisée selon un standard technique unique, comme s'il s'agissait d'un projet type de centrale énergétique, adapté au style local. Pourquoi refusons-nous si obstinément d'y voir de la technologie ? La réponse réside dans un phénomène que l'on peut appeler la cécité de l'habitude. Dès la plus tendre enfance, à travers les manuels scolaires et l'opinion publique, un axiome inébranlable est implanté dans notre conscience. Ceci est un temple, il a été construit pour Dieu. Lorsqu'une idée s'enracine au niveau subconscient, le cerveau cesse d'analyser les informations visuelles de manière critique. Nous regardons une structure d'ingénierie complexe, probablement capable d'accumuler l'électricité atmosphérique, et nous n'y voyons qu'un symbole de foi. Si l'on montrait un objet similaire, hérissé de pointes et de grilles métalliques, à un homme moderne sans contexte historique, par exemple sur le site d'une usine fermée ou d'un laboratoire scientifique, sa première réaction serait de supposer une fonction énergétique ou communicationnelle. Personne ne penserait qu'il s'agit simplement de décoration. Mais il suffit de placer le même objet dans les années 1800 pour que l'esprit critique s'éteigne, laissant place aux dogmes appris. Cette illusion globale est maintenue par le fait que tout écart par rapport à la norme est perçu comme une erreur. L'histoire, telle qu'elle est écrite dans les livres, est considérée comme la vérité ultime, même si elle contredit la physique et la logique. On nous dit que les architectes du passé dépensaient des ressources colossales pour créer des antennes métalliques complexes uniquement pour la beauté et la crainte spirituelle. Et nous le croyons, ignorant le fait que la fonctionnalité en architecture est toujours primordiale. Mais si l'on admet, ne serait-ce qu'un instant, que ces bâtiments étaient effectivement des éléments d'un réseau énergétique mondial, une question logique surgit quant aux méthodes de transmission de cette énergie. En effet, si ces géantes stations produisaient ou collectaient de l'électricité, comment celle-ci était-elle acheminée vers le consommateur ? Dans notre vision habituelle du monde, l'électricité est indissociable des fils, des câbles et des poteaux qui enserrent les villes dans leur toile. Pourtant, en étudiant les paysages urbains de cette époque, on découvre un détail surprenant qui renverse complètement l'idée de l'ordre technologique du passé. L'absence de l'infrastructure filaire qui nous est familière, malgré la présence évidente de technologies nécessitant de l'énergie. Une étude attentive de la chronologie de l'apparition des communications urbaines révèle une anomalie frappante que l'historiographie officielle préfère ignorer. Si l'on suit l'évolution du paysage urbain au XIXe siècle, on remarque une transition brutale et non naturelle. L'apparition soudaine d'une quantité énorme de câbles et de poteaux qui ont littéralement enveloppé les villes après une certaine période. Jusqu'à ce moment, selon les données d'archives, l'environnement urbain était étonnamment propre, libre de fils suspendus, tout en étant manifestement technologiquement avancé.
Ce contraste suggère que l'introduction massive des réseaux filaires n'était pas un saut évolutif, mais au contraire un pas en arrière, une mesure forcée après la perte d'une technologie supérieure. Cette contradiction est particulièrement flagrante dans l'histoire des transports en commun. Il existe des preuves irréfutables de l'existence de systèmes de tramway fonctionnant sans source de traction visible. Des véhicules sur rail se déplaçaient dans les rues des villes sans être tirés par des chevaux et sans être équipés de chaudières à vapeur, qui auraient inévitablement produit des nuages de fumée. Plus surprenant encore, il n'y avait pas de réseau de contact au-dessus de ces wagons, comme nous en avons l'habitude aujourd'hui. La version de l'utilisation de batteries à cette époque ne tient pas la route. Les batteries de cette ère auraient été si volumineuses et lourdes qu'elles auraient occupé la moitié du volume utile du wagon et nécessité de longs temps de charge, rendant l'exploitation commerciale impossible. Pourtant, ces véhicules semblaient légers et maniables, comme s'ils puisaient l'énergie directement de l'espace. Cependant, il se produit ensuite quelque chose d'étrange. Au lieu de développer cette technologie, le monde semble régresser vers l'archaïsme. Dans les rues apparaissent les tramways hippomobiles, des chariots primitifs que des animaux traînaient péniblement sur des rails. Plus tard, ils sont remplacés par des tramways électriques, mais désormais liés à des fils. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation possédant le secret du mouvement sans fil l'abandonnerait volontairement au profit du fumier sur les pavés ou d'une infrastructure coûteuse en cuivre et en poteaux. Il est plus logique de supposer que la technologie a été perdue ou intentionnellement retirée. Cela nous amène au concept d'électricité atmosphérique, une énergie répandue dans l'éther et disponible gratuitement en tout point où se trouvaient les résonateurs appropriés, ces fameuses structures à coupole. Il est probable que la gratuité même de cette énergie soit la cause de sa disparition. À un moment donné, un changement global de paradigme dans la gestion des ressources a eu lieu. L'électricité sans fil ne peut pas être comptée. On ne peut pas y installer de compteur ni envoyer de facture aux consommateurs. Une sorte de réinitialisation de la civilisation s'est produite, au cours de laquelle des technologies efficaces sans carburant ont été remplacées par des analogues primitifs mais commercialement rentables. Le charbon, le pétrole et les fils ont permis de créer un système de dépendance où chaque kilowatt a un prix. Les grandioses stations du passé ont été déconnectées de l'éther, leurs fonctionnalités oubliées et les bâtiments eux-mêmes réaffectés. On a expliqué aux gens que les antennes n'étaient que des décors et que l'énergie ne pouvait être transmise que par câble. La société a accepté les nouvelles règles du jeu et la mémoire de l'ère sans fil s'est effacée en quelques générations seulement, ne laissant que de vagues interrogations face aux vieilles gravures. Mais si nous admettons que les technologies du passé surpassaient les technologies modernes, la question surgit inévitablement sur les créateurs de ce monde. L'architecture elle-même, qui nous est restée en héritage, avec ses proportions et son gigantisme, suggère sans équivoque qu'elle n'a pas été conçue pour un homme du type physique moderne, mais pour quelqu'un de bien plus imposant. Le paysage architectural des centres historiques de la plupart des grandes villes du monde recèle un témoignage silencieux mais irréfutable de l'existence d'une autre civilisation, plus puissante. Si l'on aborde l'analyse des bâtiments du point de vue de l'ergonomie et de la simple rationalité économique, les paramètres des structures des XVIIIe et XIXe siècles suscitent une profonde perplexité. L'homme moderne, avec sa taille moyenne et son approche pragmatique des ressources, construit différemment. Nous créons des boîtes fonctionnelles, avec des plafonds de 2,50 m pour minimiser les coûts de construction et, surtout, de chauffage. Chauffer un volume d'air superflu est un luxe inadmissible. Pourtant, les bâtiments du passé, que nous avons l'habitude de classer dans le style antique ou colonial, ignorent totalement ces principes, comme si leurs créateurs ne connaissaient aucun problème de ressources ou possédaient des paramètres physiques totalement différents. Des entrées gigantesques, des portes de 4 ou 5 mètres de haut, des poignées massives situées à une hauteur inconfortable pour nous et des marches qu'il est difficile de monter sans perdre son souffle. Tout cela indique que ces bâtiments n'ont pas été conçus pour nous. Ils ont été construits par des êtres d'une autre échelle et pour eux-mêmes.
Dans ses palais et ses cathédrales, l'homme moderne se sent petit et insignifiant, comme un enfant qui a enfilé les vêtements de ses parents. Les immenses ouvertures en arc et les colonnes cyclopéennes ne portent aucune charge fonctionnelle pour des gens de notre taille. Pour nous, elles sont superflues. Cela oblige à supposer que nous vivons dans des ruines laissées par une race de géants, ou une civilisation dont les capacités physiques et les technologies dépassaient de loin les nôtres. Nous n'avons fait qu'adapter ces demeures majestueuses à nos besoins, divisant les immenses salles par des cloisons en minuscules pièces et abaissant les hauts plafonds avec du placo-plâtre pour conserver un peu de chaleur. Un fait encore plus frappant est l'unification géographique de cette architecture. Peu importe où se trouve l'observateur, à Saint-Pétersbourg, Paris, Washington, Melbourne ou Buenos Aires, on voit partout la même écriture architecturale. Les mêmes colonnades, dômes, moulures et solutions d'agencement. Cela ne peut s'expliquer par des échanges culturels à l'époque du transport hippomobile et des navires à voile. Une telle identité indique l'existence d'une puissance mondiale unique. Un empire global avec des standards de construction centralisés qui couvraient tous les continents. Les chercheurs alternatifs appellent souvent cette civilisation effacée de la mémoire la Tartarie. C'était un monde sans frontières au sens moderne, où une école d'ingénierie et de culture unique érigeait des villes selon un même modèle sans se soucier du climat ou de l'éloignement des territoires. Nous nous comportons comme de nouveaux locataires installés dans une maison qu'ils n'ont pas construite. Nous utilisons une infrastructure dont nous ne comprenons pas entièrement le principe de fonctionnement et admirons une maîtrise que nous ne pouvons reproduire. La science officielle tente de nous convaincre que tous ces chefs-d'œuvre ont été créés par de simples ouvriers avec des burins et des marteaux, des gens qui vivaient soi-disant dans des baraques en bois et mouraient de faim et de maladie. Mais cette dissonance entre le niveau de vie des présumés bâtisseurs et le niveau de leur création est trop grande. Les sceptiques peuvent objecter en montrant des photos d'archives du 19e siècle où sont capturés les processus de construction de ces objets grandioses. Sur ces clichés, on voit effectivement des échafaudages, des ouvriers et des gravats. Cependant, si l'on regarde attentivement les détails de ce qui se passe réellement sur ces images, la confiance en la version officielle commence à fondre rapidement, laissant place à une interprétation totalement différente des événements. En examinant en détail les clichés d'archives du milieu et de la fin du 19e siècle, officiellement attribués aux étapes de la construction des capitales mondiales, un sentiment persistant de dissonance cognitive apparaît. On nous dit que nous observons un processus de création, l'érection de bâtiments majestueux à partir de zéro. Cependant, si l'on retire la légende sous la photo et que l'on analyse ce qui se passe du point de vue de la logistique et de la technologie, le scénario change radicalement. Au lieu de chantiers, nous voyons des travaux archéologiques de grande ampleur. Des hommes armés seulement de pioches, de pelles et de brouettes en bois s'activent dans des montagnes de terre entourant des murs monumentaux déjà terminés. Leur activité ressemble davantage à une tentative de libérer les structures de leur prison de terre qu'à une pose progressive de briques et à l'installation de planchers. Le rapport entre la grandeur de l'architecture et la primitivité des outils aux mains des ouvriers est particulièrement suspect. Sur fond d'arches et de colonnes cyclopéennes, dont le poids se compte en tonnes, les silhouettes humaines avec leurs chariots à main ne ressemblent pas à des créateurs, mais à des fourmis colonisant une fourmilière abandonnée par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de machinerie lourde de construction, pas de grue capable de lever des blocs à la hauteur du 10e étage, pas de bétonnière. Il n'y a que de la boue, des planches et du travail manuel. Il est impossible d'imaginer que ces mêmes personnes, ne disposant même pas d'une mécanisation élémentaire, aient conçu et incarné dans la pierre des solutions d'ingénierie complexes qui nécessitent encore aujourd'hui l'utilisation de hautes technologies. Une autre preuve de la théorie de l'excavation réside dans les caractéristiques étranges des niveaux inférieurs des bâtiments dans de nombreuses villes historiques. Des fenêtres à moitié ou totalement enterrées, des portes menant dans le sol, tout cela est mis sur le compte de la soi-disant couche culturelle. Mais la couche culturelle croît à une vitesse de quelques millimètres par an. Elle n'ensevelit pas des rez-de-chaussée entiers en un seul siècle. Sur les photos de l'époque, on voit souvent des tranchées profondes le long des façades, où les ouvriers retirent littéralement des milliers de mètres cubes de terre,
révélant au regard des étages entiers qui étaient auparavant considérés comme des caves. Ce ne sont pas des fondations, ce sont de véritables niveaux d'habitation, avec une finition très détaillée, qui ont été ensevelis à la suite d'une catastrophe globale liée à des mouvements de terrain ou des coulées de boue. De plus, de nombreux clichés ont immortalisé des communications souterraines mises à jour, d'énormes collecteurs en briques et des tunnels courant sous les rues. Leur qualité et leur conservation sont stupéfiantes. Qui a eu le temps de poser ces réseaux d'ingénierie complexes et quand, si la ville en surface, selon la version officielle, est seulement en train d'être construite? Il est évident que ces communications existaient bien avant l'apparition des hommes avec des pelles dans les rues. Nos ancêtres du 19e siècle ne créaient pas cette infrastructure, ils la découvraient. Ils n'étaient pas des bâtisseurs, mais des restaurateurs et des pillards malgré eux, qui déblayaient les ruines d'une grande civilisation pour les adapter à leur vie. Les villes étaient déjà là, attendant d'être libérées des dépôts d'argile et de boue. L'histoire officielle, nous pouvant expliquer la nature du cataclysme qui a enseveli le monde, a préféré appeler ce processus « construction géniale ». Mais pour cacher la vérité, il faut parfois inventer des explications qui contredisent non seulement le bon sens, mais aussi les lois de la physique. Et l'un de ces exemples de mensonges est si flagrant qu'il mérite un examen séparé. Si l'on pouvait tenter de contester les arguments précédents en invoquant des technologies perdues ou un savoir-faire particulier des ancêtres, il existe des précédents historiques où la version officielle se brise contre des chiffres secs et des mathématiques élémentaires. L'un des exemples les plus éloquents d'une telle falsification est l'histoire du célèbre Grand Hôtel International à Barcelone. Ce bâtiment est considéré comme la perle de l'exposition universelle de 1888. Et les encyclopédies nous communiquent avec un calme imperturbable ses caractéristiques techniques et ses délais de construction. Et c'est précisément là que réside le mensonge, dont l'ampleur frise la moquerie ouverte envers le lecteur. Selon les données accessibles au public, ce complexe colossal avait une superficie de 5000 m², comptait 5 étages et abritait 600 chambres prévues pour 2000 clients. C'était un véritable palais, frappant par son luxe et sa monumentalité. Et maintenant, le plus incroyable, il est officiellement déclaré que ce géant a été construit en seulement 53 jours. Moins de 2 mois. Réfléchissez à ces chiffres. Cela signifie que chaque jour, sans week-end ni pause, les ouvriers devaient ériger et finir complètement clé en main plus de 10 chambres, sans compter les halls, les cages d'escalier, le toit et les fondations. Et tout cela à la fin du 19e siècle, sans grue à tour, sans outils électriques, sans mélange de béton prêt à l'emploi, ni logistique moderne. Quiconque a déjà été confronté à des rénovations ou à la construction comprend l'absurdité de cette affirmation. Même avec les technologies modernes, une armée d'ouvriers et un budget illimité, construire et mettre en service un objet d'une telle ampleur en 53 jours est impossible. Le seul processus de prise du mortier, de séchage du plâtre et de la peinture nécessite un temps qui ne peut être compressé. Et pourtant, il fallait encore livrer des milliers de tonnes de matériaux de construction à cheval, les monter aux étages supérieurs à la main, poser les communications. Si l'on en croit les historiens, les ouvriers barcelonais possédaient des capacités surnaturelles leur permettant de violer les lois de la physique et de la chimie. Ou bien, ce qui est beaucoup plus probable, le bâtiment n'a pas été construit en 53 jours. Il a simplement été remis en état, restauré et peint pour l'ouverture de l'exposition. Il était déjà là, comme beaucoup d'autres structures antiques. Mais le cynisme de l'histoire officielle ne s'arrête pas là. Pour expliquer pourquoi un tel chef-d'œuvre d'architecture n'a pas survécu jusqu'à nos jours, on nous propose une version impossible à croire. L'hôtel aurait été conçu dès le départ comme une structure temporaire, et a été démoli 1 an seulement après sa construction, juste après la fin de l'exposition. Imaginez le niveau de dépenses en ressources, en travail humain et en argent nécessaire pour ériger un palais de pierre de 5 étages et 600 chambres. Et tout cela pour le transformer en un tas de gravats 12 mois plus tard? C'est un suicide économique qu'aucun investisseur n'aurait pu se permettre. Les bâtiments temporaires sont construits en bois et en contreplaqué, pas en pierre et en briques dans un style impérial. Très probablement, la démolition était une destruction délibérée de preuves.
Le bâtiment contenait probablement des éléments de technologie du passé qui ne cadraient pas avec la nouvelle image du monde, ou bien son état après avoir été déterré était critique, et maintenir son apparence sur le long terme n'était pas possible. Les historiens ont simplement inventé un conte sur des délais records et un statut temporaire pour clore les questions gênantes. De telles incohérences se retrouvent partout, il suffit de commencer à vérifier les faits avec une calculatrice à la main. C'est une démonstration ouverte que le passé a été réécrit à grands traits grossiers. Cependant, derrière ces contradictions visibles se cache une couche d'informations encore plus profonde. Dans des archives fermées, sont conservés des documents qui non seulement confirment les soupçons de substitution de l'histoire, mais révèlent aussi des détails effrayants sur ce qui est exactement arrivé à notre monde. En assemblant les fragments épars de cette mosaïque, des étranges antennes sur les dômes des cathédrales aux étages ensevelis et au rythme de construction impossible, nous arrivons inévitablement à une conclusion effrayante mais logique. Toutes ces incohérences ne sont pas des erreurs accidentelles de chroniqueurs ou des curiosités architecturales. Ce sont les traces systémiques d'une falsification globale, destinée à cacher le fait d'une réinitialisation catastrophique de la civilisation, survenue au milieu du XIXe siècle. Le monde que nous décrivent les manuels est un décor artificiel, érigé sur les ruines d'une société bien plus développée et harmonieuse. Nous vivons dans une ère post-apocalyptique sans même le soupçonner, car la mémoire de l'âge d'or a été intentionnellement effacée et remplacée par un substitut de date de guerre et de révolution qui ne faisait que masquer le processus de redécoupage du monde par de nouvelles élites. La théorie de la catastrophe du XIXe siècle explique la dégradation technologique soudaine, lorsque les technologies sans fil et l'électricité atmosphérique ont été oubliées et que l'humanité a été mise de force sous la dépendance des hydrocarbures. Mais où chercher des confirmations documentaires si toutes les bibliothèques ont été purgées ? La vérité, comme c'est souvent le cas, n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle a été soigneusement cachée sous le sceau « secret défense ». Les services de renseignement des grandes puissances mondiales accumulent depuis des décennies des informations capables de détruire l'image habituelle de l'univers. Les archives déclassifiées, et parfois celles qui fuitent sur le réseau, du KGB et d'autres directions du renseignement, contiennent des rapports à glacer le sang. Dans ces dossiers sont conservés des rapports sur des expéditions archéologiques tombant sur des sépultures d'humanoïdes d'une taille gigantesque, de 3 mètres et plus. Ces trouvailles, que la science officielle qualifie de faux ou d'erreurs génétiques, sont en réalité les restes de ces mêmes bâtisseurs des majestueuses cités antiques, dont les portes et les plafonds nous semblaient injustement hauts. On y trouve aussi des informations sur la nature des objets volants non identifiés. Dans le contexte de la théorie d'une civilisation antique unique, les ovnis cessent d'être des vaisseaux d'extraterrestres venus du cosmos lointain et apparaissent sous un nouveau jour. Peut-être est-ce la technologie survivante de nos prédécesseurs ou d'observateurs contrôlant le cours actuel de l'expérience appelée humanité moderne. Une place particulière dans ces archives fermées est occupée par les matériaux concernant la véritable structure de la Terre. Les expéditions légendaires de l'amiral Richard Byrd en Antarctique et ses étranges notes de journal sur des terres au-delà de la barrière de glace, où règne un été éternel, suscitent encore aujourd'hui de féroces disputes. Des cartes secrètes et des rapports de pilotes militaires laissent entendre que la forme et la taille de notre planète pourraient différer radicalement du globe qui trône dans chaque salle de classe. Il est possible que nous vivions sur un territoire bien plus vaste et que les continents que nous connaissons ne soient qu'un enclos clôturé, isolé du grand monde par un mur de glace ou un dôme énergétique. Toutes ces informations ont été filtrées et dissimulées pendant des décennies pour maintenir l'illusion d'un monde compréhensible et prévisible. Le système n'a pas besoin de gens qui savent pour l'énergie libre, pour leur grande origine et pour les dimensions réelles de la Terre. Il a besoin de consommateurs dociles croyant à la pénurie des ressources et à l'inéluctabilité du labeur. Cependant, le barrage du mensonge s'est fissuré. En comparant les faits, en analysant l'architecture et en étudiant les fuites des dépôts secrets, nous commençons à nous réveiller d'un profond sommeil hypnotique. La prise de conscience que l'histoire a été réécrite est le premier pas vers la liberté.
La réalité est bien plus complexe, fantastique et étonnante qu'on ne nous permettait de le penser. Et les clés de cette réalité sont déjà entre nos mains. Maintenant que le voile est tombé, il ne peut y avoir de retour à l'ignorance d'autrefois.